Benjamin Camboulive nous a rejoint, porte-parole d'Alternative Police CFDT. Benjamin Camboulive, c'est un garde-fou absolu, le portique. On a beaucoup entendu certains de vos collègues qui disaient oui, mais il y a des matières qui passent à travers, des couteaux en céramique par exemple qui peuvent ne pas être détectés. Est-ce que pour vous, il faut aller plus loin dans la réflexion ? Disons que le portique, ça fait partie des 3 éléments basiques pour sécuriser donc l'intérieur des établissements scolaires. Vous avez le portique en lui-même, détecteur de métaux, qui en effet peut laisser passer la céramique, qui ne va pas non plus vous prémunir sur les risques qui sont possibles avec le matériel, on va dire, scolaire. C'est-à-dire pour les cours, je sais pas, d'art plastique ou autre, s'il y a un cutter qui traîne, il peut aussi y avoir un drame avec ça. Un ciseau. Un ciseau, ne serait-ce qu'un ciseau. Mais le reste, donc, c'est les caméras et les vigiles. Le plus important de tout, c'est constater et intervenir. Donc, caméra et vigile pour intervenir. Donc, le portique, c'est un élément qui est complémentaire. Maintenant, c'est un élément complémentaire qui, d'une part, est excessivement cher. Au moment où on court un petit peu après l'argent, on se demande comment budgétiser ça. Parce que là, on nous dit seulement dans les lieux les plus sensibles. Les lieux les plus sensibles, en effet, pour certains quartiers, pour certaines zones scolaires où il y a plus de délinquance, on peut considérer que c'est pertinent, mais des troubles psychiatriques qui rendent certains gamins dangereux, nos gens, c'était pas sensible. Voilà. Typiquement, c'était la petite bourgade qui posait pas de problème, avec des élèves qui... moi, j'ai vu les photos des dernières fêtes Halloween, etc. Tout avait l'air de très bien se passer sur place. Donc on ne parlera pas là de possibilités de choix selon la carte scolaire pour discriminer les établissements où est-ce qu'il faut intervenir avec ça. Donc vraiment la base c'est ça, c'est des caméras, des vigiles, comme ça se fait aux États-Unis depuis 30 ans parce qu'il y a ces violences-là. Il faut qu'on s'inspire des modèles qui sont habitués à ces violences en milieu scolaire pour adapter notre réponse, mais le portique non, c'est pas la panacée. C'est un camouflet. Et vous, en tant que policier, vous prenez mal aussi, j'imagine, le fait de minimiser en permanence ce que vous vivez au quotidien. C'est-à-dire qu'il y a une évidence, au bout d'un moment, l'accumulation des drames, la multiplication des victimes, ça empêche d'être dans la surprise, dans l'effarement. Il y a un moment où on parle d'un déferlement de violence insensé, pour reprendre la formule. C'est malheureusement pas si insensé que ça. Un gamin qui tue, il y a une raison. Et c'est soit une carence éducative, soit une carence de suivi psychiatrique. Mais si tout va bien, un gamin ne tue pas. Donc là, véritablement, ce qu'on a, c'est sur le côté psychiatrique, c'est clair qu'en France, on a un souci avec la psychiatrie. Par exemple, pauvre du médical, il n'y a aucune ambiguïté sur ça, notamment sur les conditions légales d'internement préventif. On fait tout à l'extérieur avec des traitements, on attend qu'il y ait un drame pour interner les gens. Il faut absolument qu'il y ait une infraction, et parfois l'infraction, c'est un drame. Donc ça, c'est la carence. Mais ça ne concerne pas tellement directement les plus jeunes, les mineurs. Les troubles psychiatriques qui rendent les gens dangereux, c'est plutôt vers 20 ans, 21 ans, même 22 ans. C'est pas les tout jeunes. Ça peut arriver, mais c'est pas le plus gros. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut pas se concentrer sur le volet psychiatrique pour essayer d'amener une réponse à l'hyperviolence juvénile. C'est clairement au niveau de l'éducation, la responsabilisation des parents qu'il y a un sujet. Tout part de l'éducation. Bonjour Benjamin Camboulive, bonjour. Vous êtes porte-parole Alternative Police CFDT. Benjamin Camboulive, le procureur de la République l'a rappelé, et on sait, il y avait des fouilles qui étaient organisées ce jour-là devant l'établissement, et cela n'a absolument pas empêché un passage à l'acte. Non, mais, c'est ce que souligne le procureur, ça a peut-être évité que ce soit pire. Alors, disons que ces opérations de sécurisation, on peut les entendre, c'est surtout une réaction politique à une opinion publique dévastée par la multiplication des drames. Donc on va apporter des réponses. On met des solutions sur la table qui sont bien souvent des réactions à chaud pour proposer quelque chose plus qu'un véritable travail de fond. Parce que là, ça souligne quand même beaucoup de limites des dispositifs qui sont en place actuellement. On le voit donc avec ces dispositifs de contrôle aléatoire qui sont gourmands en effectifs. Ce sont des effectifs qui ne sont pas ailleurs, sur la lutte contre l'immigration clandestine, sur les stupéfiants, forcément, on ne pouvait pas être de tous les côtés en même temps. Et au bout d'un moment, c'est pas le rôle des forces de sécurité intérieure de fouiller les sacs à dos. Normalement, c'est l'éducation nationale qui prend en charge la sécurisation de l'intérieur des établissements scolaires. C'est à elle de le faire avec des caméras, avec des vigiles, etc. Ça, c'est la normalité. Ensuite, une autre les enseignants lacune. pas loin, les surveillants. Non, je parle de vigiles. Ouais, c'est ça. Je parle de vigiles à l'entrée des établissements. C'est ça, de moyens supplémentaires, mais qui coûteraient moins cher que les portiques que nous envisageons, semble-t-il, actuellement. Deuxième lacune, c'est l'interdiction de la vente aux mineurs des armes blanches. Oui, alors c'est ça depuis hier, effectivement, les solutions avancées sont interdire la vente de couteaux. Il y a un moment où là, il a un couteau de cuisine. Et là, il s'agit d'un couteau de cuisine qui venait de son propre domicile. Interdire la vente sur Internet aux mineurs pour les armes blanches. Bon, on est à côté du sujet, ça a été dit 200 fois, mais le problème, c'est pas le
le couteau en lui-même, c'est pas une question d'objet, c'est une question d'individu. Et la question, c'est pourquoi est-ce qu'ils en arrivent à se balader avec des couteaux et à s'en servir. Il y a que 2 cas de figure principaux, c'est la carence éducative ou la carence de suivi psychiatrique. Là, on le voit, c'est pas systématiquement un problème d'ordre psychiatrique avéré. Le plus souvent, le plus récurrent, c'est les carences éducatives. C'est un environnement familial qui n'est pas structurant, qui n'apporte pas les valeurs de base, respect de l'autre, intégrité physique. Et de là s'ensuit cette incapacité à s'insérer socialement et cette crise d'autorité. La crise d'autorité qui part de la maison, que l'on retrouve à l'école et qui va jusqu'au tribunal parce qu'il ne rencontre jamais la notion d'interdit qui vient mettre un stop, un point de butée au fait de sortir des clous. Et ça, si la famille n'est pas capable de l'amener, si l'éducation nationale n'a pas la possibilité d'être ce contrepoids, parce que vous savez, normalement, on a 3 remparts. Il y a l'école, la police, la justice. L'école, au bout d'un moment, c'est pas son rôle que d'élever l'enfant. Elle est là pour l'instruire. Et la police, elle ne peut pas être partout et tout le temps. C'est pas matériellement faisable. Et puis, on n'apportera jamais la solution de fond. La solution de fond, encore une fois, elle est sur l'éducation. C'est le maître mot, c'est l'éducation. Et que ce soit le cas spécifiquement pour ce jeune homme ou non, l'encadrement, la vigilance sur les réseaux sociaux qui sont vecteurs de violence sur des gamins très jeunes, pas construits, qui n'ont pas le recul sur tout ça et qui le prennent de plein fouet et qui se retrouvent dans une forme désinhibée de violence. Donc c'est vraiment les 2 points pivots, c'est l'éducation et les réseaux sociaux. Benjamin Camboulive, là, vu ce que l'on sait à l'heure qu'il est et des pistes et du profil qui est évoqué, là, visiblement, il n'y avait pas grand-chose qui aurait pu arrêter ce projet-là, en fait. Vu qu'on disait la présence policière sur place ne l'a pas arrêté, et il se trouve que il y avait des gendarmes qui étaient là pour cette fouille, qui a peut-être effectivement évité que ce soit pire, mais on peut pas mettre des policiers devant tous les établissements scolaires ou derrière chaque jeune de France. Non, c'est pour ça que je vous disais qu'il faut dissocier les effets d'annonce, les mesures que l'on met en place uniquement pour répondre à un cas d'espèce, à un drame, et les stratégies de fond. La stratégie de fond, c'est très clairement l'éducation. Et donc là, ce serait quoi pour vous les mesures qu'il faudrait annoncer? Du budget pour l'éducation, mais à quel niveau? Au niveau de l'école, vous le disiez, l'école, c'est pas forcément leur rôle de donner des valeurs. Voilà, c'est quoi? C'est auprès des parents? Alors, c'est 2 axes, c'est le préventif et le répressif. Le préventif, c'est effectivement l'éducation, donc la responsabilisation des parents, parce que quand les mineurs délinquants commettent leur premier fait de violence, on doit normalement amener une réponse. Cette réponse, la sanction pénale, elle ne l'impacte pas. Le mineur délinquant, c'est pas vrai. Notre justice des mineurs ne produit pas d'effet dissuasif sur le mineur violent, sur le mineur délinquant. Vous pouvez pas non plus lui mettre une amende, parce que c'est un mineur. Donc, pour le responsabiliser, pour l'impacter, il faut jouer sur le volet affectif, en actionnant le levier social. C'est-à-dire que vous allez le rendre responsable par son comportement de violence initial, du fait que sa famille perde les allocations sociales. Tout simplement. Lui, il est responsable, il est fautif et il impacte sa famille. Là, vous allez le toucher, vous allez l'impacter, parce que ça, pour eux, c'est important, c'est quelque chose qui les respecte. De la même façon que c'est la seule autorité qui les respecte, celle du cadre familial. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas. Mais sinon, c'est celle qui les respecterait. Là, c'est pareil, pour les impacter, il faut jouer sur cet aspect affectif. Et pour ce qui est des parents, qui sont des parents de mineurs délinquants, violents, des parents... Évidemment que c'est étudié au cas par cas, mais ceux qui s'en lavent les mains de voir leur gamin s'enfermer dans un parcours de violence et de délinquance, de troubler l'ordre public à tout bout de champ, il n'y a pas de raison que le contribuable finance par des subventions sociales ces familles-là. Et le côté répressif, eh bien, c'est tout simplement qu'on en vient à faire ce raisonnement en partant du premier point, qui est que la réponse pénale n'impacte pas au niveau des mineurs. Donc, rendons son effectivité à cette réponse pénale sur la justice des mineurs, ce qui veut dire que là, on va avoir la loi Attal avec la fin de l'automaticité de l'excuse de minorité. C'est une très bonne chose parce que on va prendre en compte le haut degré de maturité de certains mineurs. On va avoir une facilitation des comparutions immédiates. On aura des profils très ciblés. Les plus de 16 ans, récidivistes pour des atteintes graves à l'intégrité physique. Pourquoi est-ce qu'on cible que les récidivistes? Parce que vraisemblablement, ils sont déjà passés devant le juge des enfants et que les mesures éducatives, elles n'ont pas été bénéfiques pour ce profil-là. Mais il manque l'abrogation de la césure pénale, c'est-à-dire que pour qu'une sanction ait un sens, il faut la rapprocher le plus possible de l'acte qui est commis. Et nous, on a donc cette césure pénale qui vient déconnecter les deux.
et les ultra courtes peines, qui sont donc des peines de 1 à 2 semaines, un vrai choc carcéral pour le primo-délinquant qui agit comme une forme de vaccin et qui ne sont pas aménageables. C'est-à-dire que la justice va vraiment passer, elle va rester crédible. C'est en amenant cette réponse que sur le volet répressif, on pourra être fort. Benjamin Camboulive. Oui, juste sur le côté procédural, effectivement, donc la garde à vue, elle se poursuit tout simplement jusqu'à ce que les auditions soient achevées. Il y a après cette phase, il va attendre peut-être 1 an ou 2 ans avant d'être convoqué au tribunal, et donc la question de la détention provisoire, en fait, qu'est-ce qu'on en fait en attendant le procès? Il y a l'hypothèse où il est maintenu dans la cellule familiale, sous un contrôle judiciaire serré, bracelet électronique, etc. La raison pour laquelle on le fait pas, parce que ce sera très probablement pas ça qui sera retenu, c'est pas tellement la gravité des faits, c'est plutôt le fait qu'on veut absolument le maintenir scolarisé. Là, vous risquez pas de le scolariser là où il a tué, ni même ailleurs, tant qu'il est considéré comme étant dangereux à fort juste titre. Donc, on va sans doute le mettre dans un centre éducatif fermé, pour attendre le procès, et puis qu'ils maintiennent ce lien et qu'ils maintiennent cette scolarisation. C'est ça qui est vérifié, parce que là, on est en train de parler d'un gamin qui a 14 ans. Oui, très jeune. Donc autant nous sommes les premiers à tenir ce discours de fermeté pour augmenter la réponse pénale à l'endroit des mineurs violents. Là, il a 14 ans. Le propos, c'est pas tellement celui de durcir la loi. Le but, là, c'est de travailler à la bonne réinsertion de ces profils. Et aux soins. Et aux soins, bien entendu, de faire en sorte qu'ils puissent réintégrer la société, qu'on ait un espoir que ça se passe bien. Il ne sera pas très vieux. Évidemment qu'il sortira. Et c'est nous tous, collectivement, qui avons intérêt à ce que ça se passe le mieux possible. Et vous faisiez référence donc à la protection judiciaire de la jeunesse, que ce soit dans les centres éducatifs fermés ou dans les quartiers pour mineurs des prisons ou les établissements pour mineurs, c'est la protection judiciaire de la jeunesse qui fait normalement cet accompagnement des jeunes. Ils n'ont pas les moyens de le faire convenablement. Ils n'ont pas les moyens de le faire convenablement parce qu'ils ne sont pas assez nombreux. Et ce sont les premiers à expliquer que pour avoir une chance d'avoir une prise sur des gosses qui sont à ce point ravagés, qui n'ont plus aucune cohérence avec le monde, avec les valeurs, il faut pouvoir faire un suivi personnalisé. Pour pouvoir faire ce suivi, vous avez intérêt à pas avoir quantité de gamins à gérer pour si peu d'effectifs. Donc c'est nous, collectivement, qui devons comprendre qu'on doit prendre le problème à la racine, et la racine, ce sont ces centres avec les mineurs violents délinquants. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été sur ce plateau. Merci Benjamin Camboulive d'avoir été avec nous.